L'inflation recule, youpi, 6,9% pour le mois de mars dans la zone euro contre 8,5% en février. C'est Eurostat, l'agence de statistiques européenne, qui le dit. Alors, tout va bien, cet affreux cauchemar est terminé? Pas sûr. Très concrètement, on voit une recrudescence des vols à l'étalage. Ils ont bondi de 14% en France en 2022, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et on voit aussi désormais des antivols sur la viande dans les supermarchés. Les manifestations contre la vie chère et pour la hausse des salaires se multiplient au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Allemagne. On veut tous de meilleurs salaires. Les salaires au Portugal sont très bas, ce sont des salaires de misère. Une inflation énorme, le coût de la vie qui augmente sans cesse, c'est pour cela que nous descendons dans la rue et aux portes des entreprises. On veut une prime d'inflation pour pouvoir payer notre loyer, notre pain et le toit au-dessus de nos têtes. L'INSEE a montré récemment qu'il y avait quand même 3 points de différence entre l'inflation telle qu'elle était, non pas perçue, mais vécue réellement par les personnes les plus pauvres et puis par les plus riches. Premier constat, ok, l'inflation diminue. Après les sommets de l'automne dernier avec une inflation à 2 chiffres, les prix commencent doucement à retomber pour l'UE et la zone euro, notamment grâce à la baisse du prix de l'énergie. C'est toujours difficile d'avoir une analyse hyper conjoncturelle sur ce qui se passe sur un mois ou deux, ou un mois sur l'autre. En revanche, ça signifie nullement que l'inflation est faible, hein. Elle a un tout petit peu baissé, mais elle reste quand même relativement élevée, soit qu'on la compare à ce qui se passait avant la crise Covid et le régime de faible inflation qu'on a connu pendant les 30 années qui précèdent, soit qu'on la compare même à d'autres périodes. Si l'on regarde dans les détails les données plus précises, correspondant à février 2023, on constate qu'il existe des deltas importants entre les pays européens. Ceux qui s'en sortent le mieux sont le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne. La France et l'Allemagne se trouvent à peu près dans la moyenne, avec respectivement 7,3 et 9,3%. Les pays les plus durement touchés sont la Tchéquie, la Lettonie et la Hongrie avec plus de 25%. Ce sont les pays qui sont les plus proches finalement du conflit ukrainien, hein. Géographiquement, quand vous regardez la carte, c'est assez spectaculaire. Et donc là, il y a évidemment un double effet qui est l'effet de la dépendance à l'énergie russe ou aux produits alimentaires ukrainiens, parce que souvent on aime à commercer avec ses voisins immédiats, hein. Et si d'autres s'en sortent mieux, c'est aussi grâce à des mesures d'accompagnement mises en place par les gouvernements. En Espagne, une TVA à 0% sur les produits de première nécessité a été instaurée. En France, le bouclier tarifaire pour l'énergie ou la prime carburant ont aidé les ménages. Il y a pu y avoir ici ou là des politiques qui ont, un temps donné en tout cas, permis d'éviter une partie de l'explosion de l'inflation. Dans ce qui contribue le plus à l'inflation, on trouve l'alimentation, l'alcool et le tabac. En mars 2023, l'inflation dans ce domaine monte à 15,4% au niveau de la zone euro. C'est une inflation qui est comparable à celle qu'on observait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Et cette inflation record, selon que vous serez puissant ou misérable, ne vous frappera pas de la même manière. Les dépenses contraintes des personnes qui ont les rémunérations les plus faibles sont de l'ordre des 2 tiers aux 3 quarts de l'ensemble de leurs dépenses, tandis que pour les plus riches, ça représente que 20 à 30% de leurs dépenses. Et donc les plus riches, ils ont une marge de manœuvre qui leur permet éventuellement de se détourner d'un certain nombre de biens, parce que ce ne sont pas des biens à consommer de manière obligatoire, tandis que pour les plus pauvres, ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Selon les projections, l'inflation va rester trop haute, trop longtemps. C'est pourquoi le Conseil des gouverneurs a décidé d'augmenter les 3 taux d'intérêt de la BCE de 50 points de base, en cohérence avec notre détermination à assurer le retour à notre objectif d'inflation de 2% à moyen terme.
La Banque centrale européenne a donc relevé à la mi-mars ce qu'on appelle ses taux directeurs, et ce pour la 6e fois depuis juillet. Ils atteignent désormais 3,5% et se répercutent sur les taux d'intérêt fixés par nos banques. Mais est-ce un bon calcul ? Le risque d'un taux d'intérêt élevé, c'est un risque récessif, c'est-à-dire que comme ça contracte finalement le crédit, là on le voit d'ailleurs sur le marché un peu du logement, eh bien les individus réfléchissent à 2 fois avant de s'endetter et avant de partir dans des investissements, que ce soit les entreprises ou les ménages. Et donc il y a un risque vraiment de ralentissement de la croissance assez fort et donc de stagflation, hein, c'est-à-dire ce mélange entre inflation et stagnation. Le seul levier de la BCE, c'est la politique monétaire. Or, l'inflation actuelle a des racines plus profondes. Elle résulte d'un changement dans le système de production et d'approvisionnement au lendemain de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. Mais elle est aussi liée à la crise climatique. Les gigafeux vont avoir une conséquence sur la filière du bois. On a été en pénurie pendant tout un temps sur la graine de moutarde. On a un problème avec l'énergie hydraulique, on ne le dit pas assez, mais évidemment, les sécheresses et les hyper-sécheresses auxquelles on va être confronté de plus en plus vont tarir l'énergie liée aux grands barrages. Et tout ça, ça entre dans des coûts de production. Et tous ces coûts de production, il n'y a aucune raison de penser qu'ils vont arrêter de progresser parce que nos sociétés ne se préparent pas du tout à la transition écologique, en tout cas insuffisamment rapidement. Que l'on joue sur la TVA ou le prix de l'essence, que l'on augmente les taux d'intérêt ou non, tout ça semble insuffisant pour juguler réellement l'inflation. Et l'on peut se demander si la hausse des prix que l'on connaît actuellement ne serait pas en train de devenir structurelle. On est sur un régime d'inflation qui est déjà là depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc, en tout cas, ce n'était pas aussi conjoncturel que certains ont voulu laisser croire. Je pense que dans l'idée que l'inflation pourrait être très conjoncturelle, il y a aussi un effet communication pour apaiser un peu les esprits, pour éviter la surchauffe, pour éviter les stratégies, soit justement de spirale prix-salaire, c'est-à-dire, bon, ne négociez pas d'augmentation de salaire, pourraient dire les uns, puisque de toute façon, l'inflation ne fait que passer. N'ayez pas de stratégie de recomposition de vos marges parce que l'inflation ne fait que passer. Les manifestations contre la vie chère, pour la hausse des salaires, ont encore de beaux jours devant elles, hélas. Et si l'inflation devient structurelle, les mesures de court terme ne suffiront pas.